Vous êtes bien au rendez-vous du JT sur A12 Télévision. Voici les titres. Au Cameroun, les journalistes sous le choc après la découverte du corps de Martinez Zogo le 22 janvier dernier. Et guerre en Ukraine, l'Allemagne achemine des systèmes anti-aériens en Pologne et dans le but de renforcer la protection de son espace aérien et face au risque de débordement de la guerre en Ukraine. Et enfin, Covid-19, Wuhan revit 3 ans après. Rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique de 2020. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Cameroun, on ne s'explique toujours pas l'assassinat présumé du journaliste Martinez Zogo. Le corps sans vie du célèbre animateur de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM avait été retrouvé le 22 janvier, soit 5 jours après sa disparition dans les environs de Yaoundé. Regardez. La mort du journaliste de radio populaire Martinez Zogo bouleverse les Camerounais. Le corps de l'animateur vedette de l'émission quotidienne Embouteillage a été retrouvé dimanche, soit 5 jours après que sa disparition a été signalée. Un groupe de défense des droits des médias avait dénoncé un enlèvement. Le corps du journaliste a été retrouvé à Ebogo, à 15 km au nord de Yaoundé, avant d'être transféré à la morgue de l'hôpital central de la capitale camerounaise. On l'a trouvé encore couché. Donc on n'a pas déterminé, on ne savait pas que c'était le corps de Martinez, on ne savait pas. Nous on s'est demandé déjà même que l'équipe peut même faire ce problème, venir laisser quelqu'un comme ça, parce que le corps se décomposait déjà. Âgé de 51 ans, Martinez Zogo était également le directeur général de la station de radio privée Amplitude FM. Journaliste d'investigation, il abordait régulièrement des affaires de corruption, n'hésitant pas à interpeller des personnalités importantes. Regarde dans quelle tristesse tu nous laisses. Est-ce que cette façon dont tu pars nous saura encore encourager de continuer cette profession digne? Je ne pense pas. Parce qu'il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on fasse 5 jours sans le retrouver et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Ça veut dire que, connaissant la vivacité de nos forces de l'ordre et de sécurité, de nombreuses zones d'ombre concernant les circonstances de son enlèvement brutal restent à éclaircir. Selon RSF, la voiture de Zogo, gravement endommagée, avait été retrouvée mardi devant un poste de police dans une banlieue de Yaoundé. Et le gouvernement camerounais qui annonce justement l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Les premiers résultats de l'autopsie sont formels. Martinez Zogo a bel et bien été victime de torture. Et dans la presse locale, on demeure sous le choc. Alors, nous allons recevoir Isidore Moudio, qui est dans ce studio de la maison de la radio. Martinez Zogo, célèbre lanceur d'alerte et animateur camerounais, est décédé. Une nouvelle redoutée depuis sa disparition le 17 janvier 2023. Son corps sans vie, retrouvé ce dimanche 22 janvier en état de décomposition, a laissé la presse en émoi. Condamnant avec la plus grande fermeté ce drame au nom du gouvernement camerounais, le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi a déclaré que des recherches actives se poursuivent dans le cadre de l'enquête ouverte pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux. Dans un communiqué, le syndicat national des journalistes du Cameroun exige une mobilisation de la force publique pour donner une réplique appropriée par des enquêtes rigoureuses. Après Jules Nkoumoukoum, Bibi Ngota, Samuel Ouazizi, l'espace médiatique camerounais vient encore de perdre un de ses sociétaires, victime de la haine et de la barbarie humaine. Au-delà de ce confrère, nous sommes tous désormais vulnérables. Où sont passées la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression au Cameroun, car exercer dans un média fait encourir désormais un risque mortel. Une limite de trop a été franchie, c'est inacceptable. C'était tout un problème. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinez Zogo avait déjà été incarcéré pendant 2 mois en 2020. Ses sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit à des personnalités d'horizons divers dont la gestion était constamment remise en question dans la célèbre émission radiophonique Embouteillage. Pour de nombreux journalistes, c'est un drame de plus qui alerte sur les menaces qui planent sur la liberté de la presse au Cameroun. Le SNJC appelle les professionnels des médias à se vêtir de noir le mercredi 25 janvier pour porter le deuil. On se rend compte qu'on n'a pas de liberté. On n'a pas de liberté de travailler dans le cadre qui est le nôtre. Martinez ne faisait que son travail. Il faisait des investigations pour donner la bonne information à ses auditeurs. Il a été tué dans le cadre de ce travail-là. Maintenant, hormis Martinez, il y a d'autres cas qui ont été cités précédemment. On a Samuel Ouazizi il y a quelques mois. Je veux dire, il y a quelques mois, donc il y a une année. Mais il y a aussi nous qui sommes sur le terrain, qui recevons des menaces presque quotidiennes.
De son vrai nom, Arsène Salomon Mbani Zogo, 50 ans à son décès, a débuté sa carrière de journaliste à Yaoundé au sein de la radio Siantou au début des années 2000. Alors que les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur ce drame, les premiers résultats d'une autopsie réalisée à l'hôpital central de Yaoundé dans des conditions de sécurité garanties par le gouvernement ont révélé des traces de torture, d'électrocution et de graves mutilations des membres. Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a confirmé lundi 23 janvier que les autorités de Ouagadougou avaient demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. Il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, a précisé Jean-Emmanuel Ouedraogo dans une interview sur la radio-télévision du Burkina. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du Quai d'Orsay de réclamer des explications du Burkina Faso. Et c'est par écrit que le ministère a choisi de répondre à la lettre de Ouagadougou qui réclamait le départ sous 1 mois des troupes françaises de son territoire. Nous avons bien reçu la note verbale transmise à notre ambassade. Comme l'a dit le président de la République hier, nous attendons que le président de la transition burkinabé clarifie la portée de cette note. La France réadapte en concertation avec ses partenaires son dispositif au Sahel pour rester aux côtés des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. En attendant que le président de transition, Ibrahim Traoré, s'exprime, le sort des 400 soldats français stationnés dans ce pays du Sahel reste incertain. La présence de la force Sabre était de plus en plus contestée après les 2 putschs survenus en 2021 et 2022. Le Burkina Faso affirme que la fin de l'accord signé en 2018 avec la France ne signifie pas la fin des relations diplomatiques avec Paris, mais permettra simplement au pays de se défendre lui-même. Les autorités françaises également ont toujours souligné bien sûr le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Le retrait de la France du Burkina Faso suivrait celui du Mali. Le dernier soldat de l'opération Barkhane avait quitté Gao en août 2022. L'Allemagne achemine des systèmes anti-aériens en Pologne, des systèmes de défense anti-aériens, oui, mais pas encore OK pour la livraison de chars Léopard. Berlin a annoncé ce lundi l'envoi de systèmes de défense anti-aériens Patriot à la Pologne dans le but de renforcer la protection de son espace aérien face au risque de débordement de la guerre en Ukraine. Et pendant ce temps, en Allemagne, le gouvernement reste divisé sur l'autorisation à livrer des chars de type Léopard à l'armée ukrainienne. Reportage. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la Russie affirme que ses forces ont pris le village de Krasnopilia dans la région de Donetsk. Des images publiées par le ministère russe de la Défense montrent des chars russes qui entrent dans la zone, une affirmation qui n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Par ailleurs, l'Allemagne, qui apparaît divisée sur la question de la livraison de chars lourds à l'Ukraine, a commencé à envoyer en Pologne des systèmes de défense antiaérienne Patriot qui seront installés le long de la frontière avec l'Ukraine. Globalement, nous sommes heureux de pouvoir offrir ce système aux Polonais pour renforcer la protection sur place. Nous ne sommes pas les seules forces de défense terrestre, il y a aussi le Royaume-Uni et les États-Unis. Maintenant, nous nous joignons à eux pour garantir la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN et du territoire, des infrastructures et de la population de la Pologne. Au nord de l'Ukraine, près de la frontière avec le Bélarus, les troupes ukrainiennes ont fortifié leur position de défense. Ce renfort de sécurité intervient après que des exercices conjoints entre la Russie et le Bélarus ont fait craindre une nouvelle offensive de ce côté de la frontière. On en vient à présent à la visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, en Afrique du Sud. Le diplomate russe était à Pretoria ce lundi pour rencontrer son homologue sud-africaine. Les 2 pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans tous les domaines, y compris sur le plan militaire. Les détails dans cet élément. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a reçu son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Pretoria ce lundi. Il s'agit de la 2e visite de Lavrov en Afrique en 6 mois. Il s'était rendu dans 5 pays, dont l'Ouganda et l'Égypte en juillet dernier. L'Afrique du Sud fait partie des quelques pays du continent ayant résisté aux pressions occidentales visant à condamner la Russie
et a défendu sa position neutre concernant le conflit en Ukraine. Nos pays partagent une relation économique bilatérale croissante, tant en termes de commerce que d'investissement. Cependant, je suis d'avis que nos deux pays peuvent et doivent faire davantage pour développer et capitaliser sur les opportunités d'accroître notre coopération dans la sphère économique. L'Afrique du Sud a récemment pris la présidence des BRICS, qui compte parmi ses membres le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ce mouvement vise à promouvoir le multilatéralisme. Pour nous, le multilatéralisme est au cœur des plus grandes questions auxquelles le monde est confronté aujourd'hui. Davantage d'efforts devraient être consacrés à la promotion de la paix, de la sécurité, du commerce équitable et des droits de l'homme, à l'éradication de la faim, à la prévention des épidémies, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement. Toutes ces questions requièrent une coopération mondiale car elles dépassent le cadre des pays et des cultures individuelles. La semaine dernière, l'Afrique du Sud a annoncé que sa flotte navale organiserait des exercices maritimes conjoints de 10 jours avec les marines russes et chinoises au large de la ville portuaire de Durban et de Richards Bay en février. La tension reste vive au Proche-Orient entre l'État hébreu et le mouvement chiite libanais du Hezbollah. Et ce lundi, Tsahal a clairement menacé de détruire les postes de garde installés par le mouvement armé le long de la frontière entre le Liban et Israël en cas de nouvelle attaque sur le territoire israélien. La surveillance des activités du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise s'est accrue ces derniers temps depuis la construction de pas moins de 20 postes d'observation et de garde au cours de l'année écoulée. Le groupe terroriste libanais semble avoir entrepris ce projet au moment même où Israël a entamé la construction d'une clôture fortifiée le long de la frontière. Chaque poste mesurerait 18 mètres de long. Mais pour Tsahal, tous ces postes seront rasés si le Hezbollah, soutenu par l'Iran, devait lancer une offensive contre Israël. Il y a quelques jours, nous avons vu un gros camion décharger la partie supérieure de la tour de guet. Ils établissent ces postes comme une réponse misérable au travail qu'Israël mène le long de la frontière. Tsahal anéantira toutes ces infrastructures et s'ils nous tirent dessus, ils savent que cela aura de graves conséquences. Une construction pourtant illégale, puisque selon la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fait suite à la guerre du Liban de 2006, il est interdit au Hezbollah d'opérer près de la clôture frontalière. La semaine dernière, à cette même frontière, des inspecteurs de l'ONU étaient présents sur les lieux en raison de travaux entrepris par Tsahal. Des travaux contestés par l'armée libanaise au motif que ces engins se trouvaient en territoire libanais. En présence d'un haut responsable libanais et de renforts militaires, la FINUL l'a tranché en faveur d'Israël. Israël et le Liban sont toujours techniquement en guerre, en dépit de l'accord sur le tracé de la frontière maritime, signé entre les deux pays en octobre 2022. On n'a plus peur, déclaraient les habitants de Wuhan hier lundi 23 janvier, 3 ans après le début du confinement traumatisant de la ville qui avait signalé le début de la pandémie. Rien ne rappelle à Wuhan l'ambiance apocalyptique de 2020. Malgré un vent glacial, des habitants profitent des congés du nouvel an lunaire pour se rendre sur les marchés ou se promener le long du fleuve Yangtze. On regarde. 3 ans après le début de la pandémie, la vie a repris son cours à Wuhan. C'est dans cette mégalopole de plus de 11 millions d'habitants qu'était apparu fin 2019 un mystérieux virus entraînant de graves pneumonies. Cet hôpital, aujourd'hui abandonné, avait été construit à la hâte pour accueillir l'afflux de patients. Avec la fin récente de la politique zéro Covid en Chine, le pays fait face à une nouvelle explosion des contaminations. Les habitants doivent toujours cohabiter avec le virus. Les dernières années ont été rudes, dit cet homme. Tout le monde a été confronté à différents niveaux de difficultés au travail et dans la vie quotidienne. Nous avons eu peur quand le virus est arrivé, dit cette femme. Cette année, les gens commencent à être largement infectés, bien plus qu'avant. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas peur du virus, nous n'avons plus peur. C'est dans un marché de poissons que le virus serait apparu en 2019. La fermeture du site et des confinements stricts des habitants n'ont pas empêché sa propagation en Chine, puis dans les pays voisins,
Et enfin, dans le reste du monde, 3 ans après, on recense plus de 668 millions de contaminations et plus de 6 700 000 morts à travers le globe. Depuis la fin des restrictions en Chine, le nombre de décès se multiplie, plus de 70 000 depuis début décembre, selon les autorités. Le Soudan du Sud se prépare activement à accueillir le pape François, dont la visite est annoncée dans le pays en février prochain. Les précurseurs du souverain pontife y étaient justement pour s'assurer de la finalisation des préparatifs de ce déplacement censé relancer le processus de paix. Et suivons cet élément. Une délégation du Vatican est à Juba. Sa mission, évalue le niveau de préparation de la visite que le pape François effectuera dans la capitale du Soudan du Sud du 3 au 5 février. Le travail effectué incite plutôt à l'optimisme. Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons déjà réalisé près de 90% du travail qui est censé être fait en matière de préparation. La visite aura lieu très bientôt, dans 10 jours. Le Saint-Père atterrira ici à Juba avec l'archevêque de Canterbury et le modérateur. À Juba, le chef de l'Église catholique tentera de relancer le processus de paix dans un pays encore miné par la violence. Le Saint-Père est attendu aussi en RDC, où il prêchera aussi la paix en raison de l'insécurité dans l'est de ce pays. Le Japon a remporté la Coupe du monde de la pâtisserie organisée à Lyon en France les 20 et 21 janvier dernier. Et pour la 3e fois depuis la création de cette compétition en 1989, et c'est le dessert présenté par les Nippons qui a séduit le jury. The studio now, but so it is a different video. Yes, yes. Okay. Which has been only one design originally. What's happening over here? There's a lot of project work. It looks like the team is on this as well. There you go. Kitchen number 6 for team as well. And we have one of the pieces in our studio. That is correct. To Lyon, they finish first on the podium. Fur-like pattern that they're using as well. 이런 건 나중에 놔도 돼요. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.